je vais laisser Renaud Sorlarien, comme je vous disais, qui est spécialiste des centres-villes, travaille à la CEMAPA, donc à la SEM d'Aix-en-Provence, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. On a beaucoup parlé de ces foncières qui se mettent en place, ces filiales des foncières. C'est notre responsable de l'Observatoire de la gestion de centre-ville. Renaud, tu as un magnifique kakémono derrière toi. Voilà. Et puis, Renaud est un ancien professeur de l'HEC Aix, je crois, en stratégie du commerce. Voilà, donc c'est vraiment important. Et merci encore. Et puis, je vais appeler, parce que c'est lui qui anime cette table ronde, Alban Réal, notre directrice des opérations, qui s'occupe évidemment de ce réseau du centre-ville durable et de cet observatoire. Et je lui laisse la place. Au revoir, à tout à l'heure. Autour de cette table ronde sur le management de centre-ville avec plusieurs personnes autour de la table. D'abord, Olivier Badeau, donc qui en le marketing du commerce, la stratégie du commerce à l'université depuis longtemps. C'est un chercheur. On reparlera tout à l'heure de sa biographie. Et on va accueillir aussi Alban qui vient d'arriver, donc qui nous parlera du projet de formation qui a été lancé l'année dernière avec l'IAE de Caen, formation diplômante pour les managers de centre-ville et de toute l'action qui est faite par Centre-ville en mouvement auprès des managers de centre-ville. Et puis surtout, on aura le témoignage de 3 managers donc de centre-ville qui sont là. Déjà, j'en vois déjà 2. Donc nous avons Guillaume Serrazin de Saint-Nazaire, nous avons Lucas Métayer de Beauvais. Voilà, donc avec Olivier. Olivier, merci encore pour tout ce que vous faites pour le sujet du centre-ville, puisque vous êtes très impliqué sur cette question avec cette formation que vous avez lancée il y a un peu plus d'1 an à l'IAE de Caen. Mais également, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez pas mal de choses à nous dire. Je pense qu'on n'aura pas non plus assez de temps pour tout évoquer. J'aurais souhaité, compte tenu de votre parcours, je rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes doyen à l'ESCP Europe, en charge des aspects scientifiques. Vous êtes aussi président d'une chaire donc en distribution, et puis vous intervenez aujourd'hui surtout à l'IAE de Caen, et vous avez une vision sans doute aujourd'hui qui est intéressante à partager avec nos collègues, des personnes intéressées par l'avenir du commerce, notamment dans les centres-villes. L'année 2020, le ministre vient de le dire, va marquer sans doute une accélération de tout ce qui était sous-jacent, toutes les tendances qu'on en avait pu voir germer ces derniers mois, ces dernières années, notamment le retour vers la proximité, le local, et les circuits courts, etc. Et la Covid, donc a accéléré beaucoup les choses. Votre vision aujourd'hui, Olivier, du commerce pour l'après-Covid, donc comment pensez-vous que le commerce physique et puis le digital, comment tout ça va évoluer dans les mois ou les années qui viennent? Bon, merci Renaud, et puis merci à Centre-ville en mouvement de m'inviter. Juste pour recadrer, donc je suis l'ancien doyen, je ne suis plus doyen, je sais qu'on reste doyen à vie, mais de la recherche à l'ESCP. Effectivement, je suis professeur à l'Université de Caen, à l'IAE, où nous avons monté ce DU, et à l'ESCP. Alors, je dirige une chaire qui travaille sur la prospective du commerce, et puis c'est vrai que depuis quelques mois, on s'est intéressé à comment la crise sanitaire peut brouiller un peu les cartes. Alors pour l'instant, nous n'en sommes qu'à poser des hypothèses. Vous savez, les scientifiques, ils mettent des grenouilles sur la paillasse et puis ils les soumettent à des tests. Ça serait extrêmement prétentieux et tout à fait une faute professionnelle que d'imaginer apporter des réponses. Donc on n'en est qu'à poser des hypothèses. Je vais en poser 7 hypothèses par rapport à l'évolution possible et comment la crise sanitaire peut impacter. D'ailleurs, à terme, nous on s'intéresse plus à terme, c'est-à-dire une fois la pandémie atténuée, que ce qui se passe en ce moment, parce que la variable sanitaire est quand même extrêmement contraignante et elle modifie vraiment radicalement les choses. Nous, on s'intéresse plus aux effets de cliquet, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait rester de la crise sanitaire une fois la pandémie passée. Alors, cette hypothèse, qui sont d'ailleurs pas forcément, certaines sont contradictoires. La première, on l'a appelée le réenchantement après le désenchantement, c'est-à-dire les gens, bon,
entre le confinement, la crise sanitaire, les masques, la crainte, la peur, etc. Finalement, ça s'atténue, ça diminue parce que le virus s'en va ou parce qu'il y a des vaccins, et donc les gens comme une espèce de compensation et de catharsis, se jetteraient sur des produits plus hédonistes, sur des expériences shopping. Il y aurait sans doute peut-être une prime là au magasin physique par sa relation personnelle, par les expériences qu'on y vit, éventuellement les centres commerciaux, toutes ces choses qui aujourd'hui sont plutôt en rétractation par rapport à la fonctionnalité du drive et du e-commerce. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse inverse, c'est le borrowing, pour reprendre un mot anglais qui avait été développé dans les années 90, parce que les années 90, c'est déjà des périodes de crise, et la tendancologue Fess Popcorn avait utilisé cette notion. Le borrowing, c'est on s'enterre chez soi, on bricole, on sort plus, on jardine, on autoconsomme, etc. Et c'est à la fois corrélé à l'hypothèse numéro 3, c'est finalement une rétractation sur les produits de base et produits discount et sur du do-it-yourself. On fait soi-même. On a à la fois là les effets de la crise de sens, qui est préexistante à la crise sanitaire. Je suis désolé, je fais un peu de publicité, mais c'est pas pour faire de la pub, c'est pour vous montrer que, en tant que chercheur, nous publions des choses. Le dernier ouvrage qu'on vient de sortir avec mon ami Philippe Moati, Utopie et consommation, c'est une étude avant la crise sanitaire des utopies des Français. Et on voit qu'il y a, comment ils voient l'avenir, leur imaginaire sur l'avenir. Il y a une crise de sens considérable et il y a un rejet assez fort de tout ce qui est, comme on le sait, mondialisation, libéralisme, même les technologies par rapport à le retour à du sens et autres. Et donc on pourrait voir les conséquences de ça sur une sorte de rejet de l'hyperconsommation en disant rétractons-nous soit sur l'autoconsommation, soit sur des produits de base, et puis des produits discount. Ça, c'est la crise économique. C'est-à-dire, on peut faire l'hypothèse qu'avec les problèmes économiques liés à la crise sanitaire, il y a une corrélation entre des produits moins sophistiqués, je dirais, au niveau symbolique, mais aussi moins sophistiqués en termes de prix. Quatrième hypothèse, et c'est corrélé aussi à l'hypothèse 3, c'est le recours aux canaux courts et au bio. Alors ça, c'est aussi une accélération. C'est-à-dire, ça existe depuis longtemps. C'est plus d'ailleurs dans les têtes que dans la réalité, à la fois parce que les consommateurs font souvent des arbitrages et ils veulent tous des canaux courts et des produits bio, mais finalement, ils achètent majoritairement en supermarché et en hypermarché et en hard discount, qui restent les trois formats et canaux principaux pour les produits de grande consommation. Et puis après, il y a aussi le problème de l'approvisionnement. C'est-à-dire que comment on arrive à maintenir un approvisionnement massif, régulier, etc., sans parler du fait que sur ces circuits courts, il y a beaucoup de petits producteurs qui peuvent être aussi eux-mêmes victimes de la crise économique liée à la crise sanitaire. Cinquième hypothèse, c'est finalement les produits de grande consommation qui jusqu'à présent sont quand même, comme je viens de le dire, l'apanage des super, des hyper et des soft discounters, finalement iraient vers le drive. Alors pour l'instant, c'est encore marginal. Le drive est en pleine croissance. On sait que ça n'est pas sans poser des problèmes d'assortiment, des problèmes de rentabilité, etc. Mais on peut faire l'hypothèse que la crise sanitaire, pour des raisons purement sanitaires, le confinement et autres, fait qu'on est allé plutôt au drive ou au e-commerce. Et on va continuer à le faire. Sixième hypothèse, c'est plutôt sur le commerce physique, le sans contact et le sans effort. Donc le sans effort, c'est aussi une tendance lourde. On voit depuis une dizaine d'années les consommateurs qui minimisent leurs efforts mentaux, efforts physiques, etc. pour acheter. Ça va aussi bien sur Internet qu'en magasin physique, le minimum d'efforts. On a vu arriver le sans contact, alors pas au sens plutôt sanitaire du terme avec le virus, on touche rien, etc. Peut-être que tout ça va amener une espèce de nouvelle culture du shopping et qui favoriserait, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais le développement de l'automatisation, de la robotisation, du self-scanning, etc., qui serait un peu le croisement de cette tendance de faire moins d'efforts et d'avoir un système commercial qui minimise les efforts des clients et en même temps, parce qu'on aura appris du sans contact sanitaire. Et puis, dernière hypothèse, c'est le télétravail. C'est l'idée que l'augmentation du télétravail entraînerait la baisse du commerce sur les zones de flux et dans les zones d'activité économique. On a vu ces dernières années se développer beaucoup le commerce dans les gares. C'est corrélé à la diminution de l'effort. Les gens veulent pas faire d'effort, donc c'est le commerce qui va là où ils sont. Donc évidemment, quand il y a des flux, le commerce va coller aux flux. Ça a été le développement du commerce dans les gares, le développement du commerce dans les zones d'affaires. Alors là, l'hypothèse, c'est que s'il y a une réduction, s'il y a une augmentation du télétravail, il y aura sans doute une réduction mécanique des achats dans ces zones-là et donc une réorganisation de la géographie du commerce, peut-être justement au profit d'un commerce de plus grande proximité, notamment de là où les gens habitent. Voilà les sept hypothèses sur lesquelles on travaille.
ce ne sont que des hypothèses, on va continuer à les suivre, à les tester, à les éprouver, et puis peut-être qu'on se reverra l'année prochaine pour les argumenter un peu plus avec des données plus quantitatives. Merci Olivier. On peut imaginer aussi que les hypothèses se mélangent, hein, parce qu'on sait très bien que le consommateur est versatile, que le commerce aime bien les paradoxes. Hein, donc on a bien vu sur des grandes thématiques comme le discount que bien qu'ayant vu se développer le hard discount, on a vu aussi se développer le très haut de gamme et puis le milieu de gamme par contre totalement disparaître. Donc le consommateur peut à la fois vouloir faire d'énormes efforts de dépenses comprimées, se rétracter sur certains aspects, puis sur d'autres, par contre, oser peut-être investir plus, se faire plaisir et chercher la qualité. Voilà, donc on va maintenant peut-être aborder aussi une petite étude que vous avez faite récemment, qui est assez importante, qui va intéresser les managers. Beaucoup de villes ont développé dans la politique de numérisation des territoires, comme l'évoquait tout à l'heure le ministre Alain Griset, des plateformes digitales où se retrouve l'ensemble de l'offre de proximité, le commerce, l'artisanat, parfois les professions libérales, et dans ces plateformes, évidemment, de faire le lien entre l'offre et la demande locale, faciliter la connexion entre le consommateur et puis le commerce de proximité qui présente, ou l'artisanat, hein, un véritable choix, mais pas forcément toujours visible, comparé aux efforts de communication et de marketing que font les pure players du web ou surtout la grande distribution et le grand commerce. Voilà, ces plateformes digitales ont vu le jour depuis quelques années et il y a eu depuis quelques mois une accélération de leur développement. Vous avez fait une petite étude, mais pas si petite que ça, je crois sur 80 réalisations, 80 c'est bien ça, et pouvez-vous nous dire en deux mots donc les résultats de cette étude sur ces plateformes digitales de territoire? Voilà, dans l'étude n'est pas si petite parce que c'est une recherche doctorale et puis surtout c'est pour rendre hommage à la personne, à la doctorante qui mène cette étude qui s'appelle Anne-Sophie Clément. Donc c'est un doctoral 4e année, donc vous savez les travaux, les recherches doctorales sont très pointues sur des sujets très pointus mais quand même assez profonds. Là en l'espèce, son travail porte sur ce qu'on a appelé les dispositifs de digitalisation territoriale ou territoriaux, les dispositifs territoriaux de digitalisation, les plateformes, mais pas seulement, ça peut être aussi des applications plutôt unidirectionnelles. Donc, dans tous les cas, elle en a ausculté, oui, entre 70 et 80. On les a analysés, un peu comme j'évoquais les grenouilles sur la paillasse, hein, décortiqués, regardés, etc. Alors, et à la fois sur des grandes villes, des petites villes, et des applications qui couvrent un peu toutes les fonctionnalités, sachant que c'est une combinatoire, certains ne font que certaines de ces fonctionnalités, d'autres couvrent les fonctionnalités, aussi bien des fonctionnalités de fidélisation, de communication proactive ou simplement de visibilité plus passive, des fonctionnalités d'achat et de transaction, donc du e-commerce et ou du drive, enfin du click and collect, des fonctionnalités de livraison et des fonctionnalités de paiement. Donc on a à peu près toute une matrice qui distribue ces 70, un peu plus, dispositifs territoriaux. Alors, bon, évidemment, c'est un travail doctoral, donc qui est quasiment terminé. Il sera soutenu prochainement, évidemment, on en fera un certain nombre de synthèses. Là, je vais donner les très grands enseignements. J'ai peu de temps et je ne veux pas alourdir la table ronde et monopoliser la parole. Bon, on est sur des problématiques. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de rattacher ça à des théories en sciences de gestion ou en sciences économiques, sur des problématiques d'adoption des nouvelles technologies ou de nouveaux dispositifs. Et donc, finalement, on a vu à peu près ce qu'on connaît dans la littérature sur ces questions-là, c'est qu'il y a beaucoup de freins à l'adoption et il y a des freins à l'utilisation. Donc il y a un engouement, je dirais, mental de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que ce soit les commerçants, les associations de commerçants, les collectivités, etc., et les consommateurs pour ces dispositifs. Après, la réalité est plus complète et je crois que Monsieur le ministre d'ailleurs l'a signalé. Alors dans le détail, il y a sur l'adoption, il y a une inquiétude des commerçants qui ont été beaucoup démarchés par des opérateurs, des SS2I, des opérateurs de ces dispositifs. Donc, ça crée un certain flou, d'où la nécessité, si tout de suite je passe à des recommandations, de les accompagner, de trier. Et effectivement, ce que disait Pierre tout à l'heure sur la remarque de Monsieur le ministre sur le fait d'avoir des fiches techniques qui permettaient d'orienter, ça semble quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a ressenti, quand on a interrogé les consommateurs, les commerçants, une grande inquiétude sur laquelle est la bonne, est-ce que je vais me faire avoir ou pas, etc. Ensuite, on a des freins sur l'attitude même des commerçants, c'est-à-dire qu'ils sont souvent positifs au niveau mental, et puis après au niveau de la réalité, de l'adoption et de l'utilisation, il y a un manque de temps, la prise en main n'est pas si facile que ça, peut-être ça a été aussi un peu survendu par les opérateurs, le manque de temps, le coût, certains
considèrent que finalement faire du commerce à l'ancienne est plus important que recourir au digital. Bon là, sans doute, comme on le disait tout à l'heure, sur l'hypothèse 5, le Covid a montré l'intérêt de ces plateformes et de ces applicatifs. On a aussi des problèmes d'articulation, d'engagement entre les commerçants et les collectivités. Même chose, c'est-à-dire beaucoup d'enthousiasme sur le dispositif. Après, dans l'opérationnel et dans la vie quotidienne, finalement, les gens sont aussi très pris, ils ont moins le temps, ça n'est qu'une partie de leur activité. Je reviendrai dans 2 secondes sur comment ça peut s'inscrire dans la fonction des managers de centre-ville. Et puis, peu de mesures d'impact. Alors évidemment, c'est récent. Ça a été en partie aussi avec tout le dispositif ORT ou Action Cœur de Ville, mais c'est très récent. Ça veut dire, mais en même temps, le fait d'avoir des mesures d'impact, et ça c'est peut-être aussi au rôle et des collectivités, des chambres ou des chercheurs de le faire, mais ça rendrait la véracité, la crédibilité et donc l'implication des parties prenantes plus fort en disant oui, effectivement, on sait maintenant que s'il y a ça, ça, ça et ça, alors ça a tel impact en termes de création de trafic, d'augmentation du chiffre d'affaires, etc. Alors, on a aussi identifié des leviers d'action, des leviers à l'adoption et à l'utilisation. Évidemment, des acteurs moteurs. Bon, il y a des situations où des gens ont pris ça en main, des commerçants souvent ou des associations de commerçants. Ils ont pris ça en main en considérant que c'était essentiel. Et alors, évidemment, leur implication, leur entrepreneurship a fait que les choses se sont bien passées. Paradoxalement, c'est pas si paradoxal que ça, mais on a vu des beaux cas d'adoption dans des petites villes parce que l'éclatement de la gouvernance était plus restreint, c'était plus concentré, il y avait moins de parties prenantes. Finalement, c'était plus facile à mettre en œuvre et plus facile à plateformiser les acteurs. On pourrait imaginer que la petite ville ou la ville plus petite, elle est moins impliquée. On a vu des cas très intéressants dans ce cas-là. Et puis, tout le monde dit que l'importance des partenariats publics-privés, ce qui a été aussi évoqué tout à l'heure, et du rôle du manager de centre-ville. Enfin, les 3 grands leviers, c'est ça. C'est une concentration des actions entre les partenaires publics et privés pour accompagner les commerçants dans l'adoption et l'utilisation de ces outils. 2, c'est le rôle pivot du manager de centre-ville comme étant, alors peut-être pas le webmaster, mais dans tous les cas celui qui va piloter ces activités. Alors il sera le pilote des webmasters dans les grandes villes, il sera lui-même le webmaster sur les plus petites villes. Et puis l'extrême importance de faire ce qu'on appelle du pull en marketing, c'est-à-dire c'est aussi communiquer auprès des clients en disant ces outils existent, regardez comment ils fonctionnent. Et là, on a le sentiment quand même que souvent, il y a eu un travail qui a été fait en push, c'est-à-dire en amont vis-à-vis des commerçants, mais pas relayé au niveau des consommateurs pour en faciliter aussi la demande et l'utilisation par les consommateurs qui semblent souvent le découvrir un peu par hasard. Là aussi, le confinement a orienté un peu ce hasard puisqu'il y avait une contrainte de nécessité plus que simplement de découverte un peu par hasard. Très bien, une très belle transition avec le rôle. J'en profite pour dire que si parmi ceux qui sont là, mais ceux qui écoutent aussi ce webinaire, n'hésitez pas à faire part aussi de votre expérience, soit auprès de Alban Réal, soit auprès de moi, ou auprès directement d'Olivier Badeau, parce que toute l'expérience terrain vécue que vous avez pu mener au cours de l'année 2020, pendant cette période de Covid, confinement et après confinement, ces expériences-là seront sans doute intéressantes, les plus, les moins, ce qui marche pas. Voilà, je pense que la doctorante n'a peut-être pas totalement fini son travail, ça serait bien qu'on puisse aussi alimenter son analyse avec de l'expérience de terrain. Oui, Renaud, il y a une question. Il y a une question dans la chatbox qui est est-ce que le travail est accessible? Alors, on va la laisser terminer parce que le principe, c'est qu'elle va terminer son travail et là, une fois que ça sera fini, d'ailleurs, on préviendra pour le jour de la soutenance. Je rappelle que les soutenances de doctorat et de l'habilitation publique. Donc, et puis évidemment, on communiquera et on diffusera les travaux qui auront été faits. Ça devrait être dans l'année académique. Merci beaucoup, Alban. Donc, je vais te redonner la parole, sachant que Alain Griset, tout à l'heure, le ministre Commerce Artisanat manager centre-ville, mais il a aussi précisé dans le cadre de cet enjeu de numérisation que le manager était aussi un manager du numérique. Donc, j'ai bien aimé cette expression. Je pense qu'en effet, le manager a dans la période que l'on vit actuellement, une évolution de ses fonctions vers le digital, les deux, physique et digital, qui rend encore le travail plus important et plus intéressant aujourd'hui. Alban, nous t'écoutons. Là, je n'entends rien de mon côté. Voilà. Est-ce que tu m'entends là? Ça va mieux? Voilà, c'est bon.
C'est bien. Oui, merci Renaud. Alors effectivement, moi je vais rebondir quelques minutes sur. Merci encore effectivement à Olivier pour tout ce travail qui est fait depuis maintenant voilà plusieurs mois. Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, vous savez que Centre-Ville en Mouvement travaille sur ce métier de manager depuis maintenant plus de 10 ans. Il est vrai, comme tu disais Renaud, on l'a vu et même on te remercie puisque on a créé l'Observatoire la gestion de centre-ville que tu présides, justement pour montrer un petit peu que ce métier, autant il était il y a quelques années, nous vraiment au démarrage de Centre-Ville en Mouvement, c'était encore, il y avait très peu de managers et un métier finalement qui travaillait beaucoup au contact des commerçants, mais beaucoup d'animation, d'événementiel. Et on a vu depuis ces dernières années toute une évolution du métier qui est très transversale, d'où une complexité. C'est un métier qui effectivement est très technique, qui doit aussi, le rôle du manager est aussi très, on va dire, diplomate, puisqu'il est aux côtés des élus au quotidien. Donc, c'est vraiment un métier de terrain et qui, nous, on trouve en tout cas, qui s'est complexifié avec le temps. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, avec Olivier Badeau, l'IAE de Caen, monter cette formation universitaire de l'EDU, vraiment pour permettre à des managers d'approfondir leurs connaissances techniques et même de terrain. Donc la formation, comme vous le savez, elle a démarré effectivement en janvier. Bon, l'année a été un petit peu compliquée, donc c'est vrai qu'on a continué la formation et on est en train de la terminer. Alors, ce qui est plutôt effectivement positif, c'est que les demandes sont là. Donc, effectivement, nous, on va démarrer une deuxième année certainement au mois de janvier, donc avec l'IAE. Vous avez donc toutes les informations sur notre site internet. Je sais donc Olivier que Céline Duval qui travaille d'arrache-pied sur ce dossier a relancé donc les inscriptions du mois de janvier. Donc s'il y a des candidats intéressés, en tout cas n'hésitez pas à vous inscrire tout simplement. Et ça permet justement donc à des managers en poste d'approfondir des connaissances. Mais également à des candidats, donc des étudiants qui souhaitent se lancer dans l'aventure, d'avoir un diplôme, sachant qu'une fois de plus, c'est un métier qui est quand même assez complexe. Donc cette formation, nous ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'il y ait une transversalité. On parle de commerce bien entendu, d'artisanat, mais pas que. Puisque on a également des intervenants dans toute la partie juridique. On n'oublie pas la mobilité, le stationnement, les déplacements. Et il y a également, bien sûr, toute la partie animation événementielle. Donc et la culture. Enfin voilà, c'est un métier très riche. Donc voilà, nous on est vraiment au contact de l'ensemble des managers. On essaye de vous accompagner au quotidien. Et donc vous savez aussi que ça fait plusieurs années qu'on publie des rapports. Des référentiels comme on l'a fait en partenariat avec CCI France pour justement que le métier soit aussi reconnu, puisque actuellement on essaye aussi de communiquer sur ce métier auprès des collectivités. Donc on voit qu'il y a des offres d'emploi qui se développent. On en met de plus en plus sur notre site internet. Alors je tiens aussi, Renaud, si j'ai encore quelques petites minutes, à vous dire en direct que dans quelques jours, on espère, on pourra lancer le portail des managers de centre-ville, donc sur notre site internet. Donc ce sera vraiment un espace qui sera totalement dédié justement aux collectivités qui recherchent des managers de centre-ville, donc qui pourront poster des offres d'emploi, des fiches de poste, mais aussi à des candidats potentiels de déposer des CV. Voilà. Et donc ce sera un espace dédié totalement au métier, à l'évolution du métier. Alors on parlera bien entendu du diplôme de l'IAE. Il y aura donc effectivement toute une explication sur l'évolution du métier. Mais voilà, on va essayer de créer cette fusion parce qu'en fait, on se rend compte au quotidien que les collectivités connaissent le métier, mais n'ont pas forcément encore effectivement l'accompagnement et n'arrivent pas à trouver les candidats qui correspondraient finalement à toutes les missions, parce que les missions sont assez variées, assez riches,
Et trouver un manager de centre-ville qui remplit toutes ces, on va dire, toutes ces facettes, ça reste quand même compliqué. Voilà. Donc, vous aurez bientôt ce portail qui sera mis en ligne, j'espère dans quelques jours. Et en tout cas, voilà, Renaud, je tenais encore à te remercier de présider l'Observatoire. Là aussi, j'espère qu'on arrivera l'année prochaine à créer encore plus de réunions et de rencontres, puisque dans l'Observatoire, on a des managers, mais pas que ça. Ça, je sais que tu y tiens. Il y a aussi énormément de spécialistes qui travaillent sur ces sujets, des urbanistes, des architectes. Voilà, je dirais la force aussi du réseau Centre en Mouvement, c'est l'échange des personnes entre elles, c'est l'échange des bons procédés. Et justement, ce métier est riche et s'enrichira, moi, je pense, de l'expérience des uns et des autres. Et je termine justement, je laisse la parole à 3 managers très terrain et très compétents. Merci encore en tout cas d'intervenir aujourd'hui pour notre journée. Voilà, je tiens vraiment, là c'est un aparté, mais à saluer tout le travail que vous faites au quotidien. Voilà, nous à Centre en Mouvement, on se rencontre tous les jours, on vous accompagne comme on peut. Alors on essaye de faire beaucoup de benchmarking pour vous, voilà, on essaye aussi de vous faire vous rencontrer, de vous faire vous échanger entre vous, parce que ça reste très très important. Mais voilà, je sais que c'est un métier compliqué, vous êtes sur tous les fronts, surtout en ce moment. Et voilà, moi je tenais encore vraiment à remercier, à saluer ce travail, parce que vraiment c'est pas simple et vous le faites avec passion tous, et ça on s'en rend compte tous les jours. Voilà. Merci Renaud. Merci Alban. Je vous propose de partir à l'ouest, donc du côté de Saint-Nazaire, pour écouter donc notre ami Guillaume Serrazin, donc manager. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes manager de centre-ville à Saint-Nazaire. Vous faites partie du programme Action Cœur de Ville, des 222 villes moyennes de ce dispositif qui a été lancé il y a à peu près 2 ans. Et à ce titre, vous avez un champ d'action qui est relativement large, puisque l'ensemble des équipes travaillent à la fois sur le volet habitat, sur le volet commerce, et puis les autres aspects qui font l'attractivité et le fonctionnement attractif du centre. C'est plutôt le commerce, bien que vous travaillez avec d'autres personnes dans cette approche globale, mais vous êtes spécialisé sur le commerce et vous travaillez avec un outil comme ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur le Ministre, par Alain Griset, donc avec une SEM qui fait de l'acquisition foncière pour restructurer. J'aimerais bien que vous nous parliez de tout ça, comment vous vivez ça sur le terrain au travers de Saint-Nazaire, l'acquisition des locaux, comment vous le faites, qu'est-ce que vous en faites, etc. Très bien. Alors, juste pour rapidement un petit peu planter le décor sur Saint-Nazaire, donc aujourd'hui on est à peu près à 9% de vacances commerciales. Il y a à peu près 6 ans, on était à peu près au double. Donc voilà, c'est déjà un petit peu le premier résultat qu'on va pouvoir évoquer. Aujourd'hui, on a des ouvertures de commerce relativement importantes. Malgré le contexte, on est à peu près à une dizaine depuis le début de l'année, malgré la crise et le ralentissement de l'ajustement des porteurs de projets. Aujourd'hui, nous, la question du centre-ville et du commerce dans le centre-ville, c'est quelque chose que l'on a mis en place depuis 2014 avec la création d'un poste de manager. Sur au départ 2 grands aspects, conforter le commerce existant, les partenaires, vraiment on disait tout à l'heure, un peu cette relation de cheville ouvrière entre les commerçants, les porteurs de projets et puis tous les autres partenaires qu'on a mobilisés pour l'attractivité du centre-ville et la structuration d'une offre commerciale. Donc effectivement, on a mis en place 2 outils. Donc le premier, l'accompagnement, l'achat de cellules que l'on a en partage avec la SEM et la SONADEV, qui est la SEM locale. On a mis en place une concession dans le centre-ville avec le droit de préemption. On a confié à la SONADEV. L'objectif, on n'est pas dans le fonctionnement d'une foncière, comme ce qui est développé aujourd'hui, mais sur un modèle d'une concession à 10 ans. L'objectif, c'était justement, quand on a été créé, c'était de basculer, de faire baisser cette vacance. On avait vraiment un centre-ville c'était sinistré, mais en tout cas bien compliqué. L'objectif, c'était de ramener à peu près une 50aine de cellules sur la durée de la concession en recommercialisation. Aujourd'hui, on a à peu près une 15aine de cellules qui sont acquises et gérées par notre SEM. Deux grands prérequis. On est sur un bâti de la reconstruction. Saint-Nazaire, c'est une ville de la reconstruction, donc beaucoup de problématiques d'accessibilité
de remise aux normes aussi de cellules commerciales qui n'avaient pas forcément de gros travaux depuis leur construction. Tout un objectif de la SEM. Aujourd'hui, on est à peu près sur 16 millions d'euros la concession. L'objectif, c'est d'avoir un montage souple. Aujourd'hui, on a de nombreux porteurs de projets qui arrivent, qui sont à la recherche de cellules, et aujourd'hui, ce montage-là nous permet d'avoir un loyer qui est au prix du marché. L'objectif, c'est de ne pas non plus casser le marché, c'est d'être vraiment sur le prix de marché du centre-ville. En fait, c'est un loyer calculé entre le montant d'acquisition de la cellule et le montant de travaux, tout ça étant lissé sur la durée de la concession. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche relativement bien. On essaye justement d'avoir le maximum de cellules, donc on est en veille permanente avec les services fonciers justement. Donc dès qu'on a des DIA, on se réunit avec la SEM pour justement décider si on part sur l'acquisition ou pas de la cellule. L'objectif, c'est de ne pas forcément aller par opportunité sur l'ensemble des cellules du centre-ville, de vraiment rester sur un périmètre qui nous semble important, vraiment le cœur de ville. L'idée, c'est de concentrer un peu nos efforts, de ne pas forcément s'éparpiller pour avoir un effet qui soit visible. Parce que du coup, si on éparpille un petit peu trop notre action, le risque, c'est de se poudrer, de ne pas avoir forcément cet effet visible. L'idée, c'est vraiment d'avoir un effet levier pour le centre-ville, de redynamiser, qui permet aussi après d'avoir des porteurs privés qui vont venir aussi en soutien. L'objectif, c'est de ne pas forcément être sur toutes les cellules du centre-ville. Aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne relativement bien. Ça va faire 4 ans maintenant que la concession est lancée. Donc, c'est un montage souple avec la SEM, avec qui de toute façon on travaille sur énormément de sujets, qui aujourd'hui donc se base sur les rez-de-chaussée commerciaux, mais qui peut aller aussi sur les étages en habitat. L'objectif aussi, on est sur des fois des immeubles entiers de réhabilitation, mais pas que sur les rez-de-chaussée commerciaux. Ça permet aussi de travailler un petit peu tous les autres sujets. Travailler le commerce et le commercial sans forcément parler de l'attractivité du centre-ville. Comme on voyait dans le reportage tout à l'heure, la petite vidéo, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur tous les sujets. Et donc aujourd'hui, on travaille sur les pistes de recommercialisation, de rediversification dans le centre-ville, aussi sur la question du loisir dans le centre-ville. Aujourd'hui, on a énormément de demandes aussi de l'offre de loisirs. L'objectif, c'est pas forcément l'amener en périphérie par facilité, c'est aussi de travailler, de la ramener en centre-ville pour ramener du flux. Donc on est vraiment avec cet outil-là, avec le portage sur la SEM, dans un outil d'accompagnement relativement lourd, vraiment agir de manière très concrète dans le centre-ville. Et autrement, on a aussi un deuxième dispositif, alors là qui est un dispositif un peu plus léger d'accompagnement sur les devantures commerciales. Aujourd'hui, on accompagne en fait sur les travaux. T'enseigne vraiment sur la devanture et sur l'accessibilité, les commerces du centre-ville, de la ville de Saint-Nazaire, mais sur l'ensemble de l'EPCI. L'objectif, c'est de pouvoir à la fois améliorer la qualité des devantures pour les commerçants qui sont déjà implantés dans le centre-ville, mais aussi de profiter justement de tous les nouveaux porteurs de projets qui arrivent pour venir monter en qualité le linéaire commercial. Aujourd'hui, nous, on vient en subvention à 25% d'un montant de travaux éligibles et 30% sur l'accessibilité. L'objectif, c'est de jouer justement sur ces deux leviers-là pour monter en qualité le linéaire commercial et en même temps de pouvoir attirer les porteurs de projets, de pouvoir travailler avec eux dès le début de leur installation, leur faciliter l'implantation en relation avec l'ensemble des services, que ce soit l'urbanisme, le domaine public. Enfin, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble tous pour la réussite de l'implantation du projet, de ne pas arriver un petit peu, une fois que le commerce est implanté, de venir après de présenter. Voilà. Donc aujourd'hui, on a deux dispositifs financiers, un très lourd d'intervention, un petit peu plus léger, donc qui nous permet d'avoir différents leviers d'action dans le centre-ville pour essayer d'attirer et d'implanter des commerçants. Voilà rapidement Renaud sur nos dispositifs. Après, justement les autres collègues présenteront peut-être un peu plus de manière détaillée les interventions, on va dire, du quotidien. Merci beaucoup Guillaume pour ce témoignage très intéressant. On voit bien que vous intervenez à deux niveaux d'agenda, un agenda plus long terme avec des choses plus structurelles, plus lourdes, plus coûteuses,
mais qui traite en profondeur la problématique et visiblement avec succès puisque vous avez terriblement réduit le taux de vacances commerciales. Et puis une action plus à court terme, plus facile, donc qui fait écho aussi à la demande, avec la demande du ministre tout à l'heure qui souhaitait avoir des actions visibles et faciles à mettre en œuvre. Là, les devantures commerciales, évidemment, ça fait partie de ces actions qui ont un effet de cliquet assez immédiat pour améliorer l'expérience, enfin en tout cas la qualité de l'expérience et l'esthétique générale dans le centre-ville. Donc, je retiens vos deux actions qui s'emboîtent très très bien. J'ai juste une question, Guillaume. Vous avez évoqué les résultats sur la vacance. Est-ce que vous avez aussi un résultat sur le niveau de loyer? Quel a été l'impact de votre action sur les loyers? Est-ce que ça les a stabilisés? Ça a évité que ça continue d'augmenter ou au contraire, ça les a fait réduire ou augmenter? Dans quel sens c'est allé ensuite? Alors, une certaine stabilisation, ça c'est sûr, parce que du coup, nous, justement, l'objectif, c'est de pouvoir un petit peu, via ces actions-là, ramener des valeurs locatives, on va dire, réelles et justes dans le centre-ville. Et tout ce travail-là, c'est aussi que ça dialogue avec de nombreux propriétaires, parce qu'on avait des valeurs locatives qui étaient vraiment très élevées sur certaines parties du centre-ville. Et aujourd'hui, on a un dialogue avec à la fois les agences immobilières et les propriétaires pour ramener, on va dire, faire de la pédagogie, de ramener aussi les valeurs du centre-ville pour qu'ils prennent bien conscience qu'aujourd'hui, les cellules qu'ils ont vacantes sont alors soit sur des problématiques d'accessibilité, on peut agir justement avec la subvention, mais aussi sur des valeurs locatives qui des fois sont déconnectées du marché. Les propriétaires qui ont été habitués pendant de très longues années à avoir des occupants qui n'ont pas forcément pris conscience de l'évolution du commerce. Donc on a tout ce travail-là qui commence à baisser fruit, on a des cellules qui commencent à baisser et qui vont permettre de pouvoir s'en retrouver preneur, parce qu'aujourd'hui, une cellule sur Saint-Nazaire, sur le secteur marchand, avec cette diminution de la vacance, on commence à avoir une petite rareté qui se fait en fonction des produits recherchés. Donc aujourd'hui, on bute vraiment sur ces valeurs de prix. Donc on constate quand même une diminution, en tout cas une sensibilité vis-à-vis des propriétaires qui commencent à prendre conscience à des mutations du commerce. Donc à un moment, il faut aussi que eux s'adaptent aux propriétaires. Très bien. Merci beaucoup Guillaume. On va maintenant donner la parole donc à notre collègue Lucas Métayer qui se trouve un petit peu plus haut. Donc on monte vers le nord, mais pas trop non plus. On est à peine au-dessus de Paris, à Beauvais. Et donc dans le Beauvaisis, là vous travaillez au sein de la ville, mais aussi en partenariat avec le PCI, avec l'agglomération, puisque je crois que votre salaire est pris en charge 20% la ville et 80% l'interco, ou inversement, vous nous direz. Donc c'est un montage intéressant. On est sur une compétence éco, mais en même temps animation de centre-ville. Donc souvent, c'est la compétence reste pas mal dans les villes et parfois aussi un petit peu du côté de l'agglo. Donc c'est intéressant que vous nous disiez comment vous travaillez, sachant que de votre côté, pour être complémentaire du témoignage de Guillaume à l'instant, vous allez plutôt nous parler de l'accompagnement que vous faites auprès des porteurs de projets. C'est vous l'interface, c'est vous l'espèce de guichet unique qui rend les choses plus faciles pour ceux qui veulent investir ou réinvestir dans le centre-ville, alors que c'est souvent un peu compliqué, c'est souvent assez même chargé avec toutes ces normes que nous savons très bien produire en France et dans les centres-villes. On a quand même un beau millefeuille de contraintes. Bon, donc il faut absolument, pour encourager l'investissement, d'avoir des gens comme vous qui rendaient les choses plus faciles pour tous ces investisseurs. Voilà, vous allez plutôt nous parler de cette fonction de facilitateur, de médiateur, qui est la vôtre. À vous. Oui, bonjour Renaud, bonjour à tous. Effectivement, donc Beauvais, on est situé à peu près 60-70 km au-dessus de Paris, donc dans le sud du nord. On profite aussi bien de la pluie que du soleil. Donc effectivement, j'ai un mutualisé 80% par la ville de Beauvais et puis 20% par l'agglomération du Beauvaisis. Et effectivement, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'accompagnement des commerçants, aussi bien les commerçants indépendants que les franchises, que les enseignes, qu'on peut accueillir régulièrement en rendez-vous et qu'on accompagne sur la création et puis sur l'implantation sur Beauvais et sur le Beauvaisis.
Effectivement, c'est une partie, je pense, importante et qui a permis aussi de réduire un petit peu la vacance sur Beauvais, mais sur d'autres villes aussi, j'imagine, d'avoir un contact et en tout cas un guichet unique, comme vous disiez tout à l'heure, Renaud, qui puisse remonter les informations auprès des élus, auprès de la ville, auprès des différents services aussi, et puis faciliter un peu les démarches qui sont à faire pour l'ouverture d'un commerce. Au niveau des indépendants qui viennent s'installer, c'est vrai qu'on en reçoit, comme disait tout à l'heure Guillaume, on en reçoit quand même malgré le contexte. Alors, effectivement, enfin en tout cas pour ma part sur Beauvais, on reçoit de plus en plus d'indépendants et un petit peu moins de franchises. Mais ces indépendants sont parfois un peu perdus et savent pas réellement comment s'en sortir avec toutes les démarches administratives qui sont à faire pour ces ouvertures. Donc on les accompagne en plusieurs temps, on fait un premier contact avec eux et on les oriente vers les différents partenaires qui pourront les accompagner, comme la Chambre de commerce, la Chambre des métiers. Ces partenaires qui sont assez actifs sur notre territoire, qui eux sont pour le coup des vrais experts sur le montage des dossiers et des business plans. Et puis en général on se refait un petit point assez rapidement derrière sur la recherche des locaux et puis l'accompagnement en effet sur la création des dossiers aussi bien de pose d'enseigne que d'aménagement intérieur, sécurité, etc. C'est important pour nous puisqu'on s'est rendu compte que 5-6 dernières années, on avait beaucoup de commerces qui sortaient de terre sans avoir fait ces démarches administratives. Et ça peut parfois être un peu contraignant pour eux et aussi très dangereux, puisque si on n'a pas ces dossiers qui sont montés aussi bien l'accessibilité que la sécurité incendie, voilà, ça peut malheureusement être très dramatique et ça peut parfois engendrer des fermetures administratives et c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Donc cet accompagnement-là, nous on le fait en physique, mais on le fait aussi à travers différentes brochures qu'on a constituées, qu'on distribue à chaque porteur de projet, avec toutes les cotes et les couleurs qui sont respectées pour les devantures. Et puis on a suivi un petit peu le même raisonnement que Guillaume et que Saint-Nazaire pour la création d'un fonds de soutien pour la modernisation des commerces en général. Donc on fait pas uniquement les devantures, on fait aussi de l'intérieur et de l'accessibilité. Ça nous permet aussi d'avoir, j'allais dire, un appât pour ces commerçants qui parfois montent leur projet de leur côté et qui ne prennent pas toujours attache avec la commune. Donc voilà, on a cet appât qui nous permet justement d'avoir un peu la main sur la création de leur dossier et sur l'accompagnement pour éviter d'avoir des façades trop criardes et qu'on ait un appel de l'ABF trop régulièrement pour refus de dossier. Donc voilà, ça c'est sur l'accompagnement vraiment de la création de ces dossiers et puis après on les accompagne aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la recherche des locaux, puisqu'on a créé un vrai lien, une vraie liaison avec les différents acteurs immobiliers alors pour le coup sur la ville de Beauvais dans un premier temps et on espère pouvoir l'agrandir sur le reste de l'agglomération. Mais en tout cas sur la ville de Beauvais on a ce contact régulier avec eux. Nous aujourd'hui le but c'est pas du tout de les squeezer mais bien au contraire de les faire travailler et qu'on travaille main dans la main puisqu'on avait pas mal de cellules qui nous passaient un peu au travers des mailles et qu'on n'arrivait pas à identifier ou en tout cas pas à avoir l'ensemble des informations. C'est vrai que ces échanges sont super importants pour nous et puis ça nous permet aussi d'avoir une vision un peu globale de l'état commerce sur notre ville et un peu des loyers qui sont appliqués sur la commune. Donc c'est vrai que cet échange est très important et du coup nos porteurs de projets se retrouvent aussi un peu plus encadrés par des professionnels qui peuvent leur conseiller des locaux qui sont plus adaptés pour eux parce que aujourd'hui c'est vrai que le commerce est assez compliqué et tous les projets ne peuvent pas non plus voir le jour avec des loyers exorbitants. Donc on a cet accompagnement aujourd'hui sur la location ou sur parfois la vente des murs des cellules commerciales. Et puis après en effet l'accompagnement avec les franchises qui là pour le coup est en ce moment un petit peu plus rare et qui en général est un peu plus simple aussi puisque les franchises ont déjà leur concept et leur projet d'installation. Donc c'est vrai que on les accompagne plutôt sur la recherche des locaux
et puis parfois sur l'accélération des dossiers auprès des différents services municipaux pour permettre une ouverture un peu plus rapide que le respect des délais administratifs qui sont bien connus pour être assez longs en France. Donc voilà, c'est en tout cas sur cet accompagnement que je voulais revenir aujourd'hui, puisque je pense que c'est là aussi le rôle du manager et encore une fois, c'est de faciliter un peu ces échanges et d'être ce guichet unique pour tous les porteurs de projets. Très bien, merci beaucoup Lucas. Juste pour avoir une idée, combien de commerces vous avez dans le centre-ville de Beauvais? Alors aujourd'hui, si on prend les 4 boulevards qui entourent le centre-ville, on a 560 commerces. Donc dense, assez vaste. Faut savoir qu'on est passé en 2018, on avait un taux de vacances qui était à peu près à 12,5%. Aujourd'hui, on est aux alentours de 7%. Donc je pense que l'accompagnement facilite aussi l'installation et puis la durée des commerces, puisque permet aussi un accompagnement renforcé via des experts. Donc tous les commerçants ne se lancent pas non plus dans l'inconnu, et ça nous permet aussi de faire pérenniser nos commerces. Très bien, merci Lucas pour ce témoignage. Je rappelle que votre territoire est également dans le programme Action Cœur de Ville, parmi les 222 villes moyennes comme Saint-Nazaire, et donc bénéficie de ce dispositif, cet accompagnement qui agit sur l'ensemble des facettes de l'attractivité du centre-ville, l'habitat, l'espace public, le commerce, le patrimoine, etc. Nous allons maintenant passer la parole à notre troisième manager invité aujourd'hui, donc qui est Sébastien Pamietti. Sébastien, vous êtes aussi un peu plus au nord que Paris, et peut-être un peu plus au nord aussi que Beauvais. Hein. Je ne sais pas très très loin en termes d'horizontale par rapport à Beauvais. Vous êtes à Douai, donc vous allez nous parler aussi, comme vient de le faire Lucas, de l'accompagnement. Vous n'êtes pas forcément dans une logique de préemption ou de SEM, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Guillaume pour acheter des locaux, mais plutôt dans l'aspect relationnel, la mise en relation, le réseau, et également le conseil. Donc cette dimension de conseil, on a trouvé très forte aussi dans votre témoignage quand on a échangé. Elle s'appuie aussi sur un observatoire que vous avez créé, qui permet d'avoir dans votre argumentation auprès des investisseurs, des porteurs de projets, d'avoir des vraies données pour consolider votre discours et puis donner plus de crédit sans doute à vos propositions. Donc ce rôle d'accompagnement au-delà de la facilitation, si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez avec les porteurs de projets, les commerçants, les investisseurs dans cette dimension de conseil stratégique, choisir le bon locaux, le bon endroit, le bon quartier. Voilà. On vous écoute, Sébastien. Ok, merci. Alors Douai, oui. Alors moi, je suis encore plus au nord, bien sûr. Douai, donc dans le département du Nord, ancienne préfecture du département. Donc nous, 40 000 habitants, on a des problématiques commerciales de vacances commerciales comme dans beaucoup de villes. Et donc j'ai été recruté il y a à peu près 1 an et demi pour travailler sur la redynamisation du centre-ville, en tant que développeur centre-ville. Donc moi, au départ, je suis issu plutôt d'une formation d'urbaniste, donc on va dire j'ai des compétences aussi sur l'approche immobilière, l'approche permis de construire, sécurité, accessibilité, ce qui m'a permis aussi d'être plus dans ce rôle de conseil qui est souvent nécessaire à la fois pour rassurer, mais aussi pour faciliter la réalisation des projets. Alors je m'explique, en fait, on a plusieurs types d'accompagnement ou de conseils. La première, ça va être effectivement concernant le porteur de projet. Alors pour pas redire ce que disait Lucas justement, et plus insister sur l'accompagnement du porteur de projet dans la meilleure localisation possible de son projet. C'est-à-dire que on va avoir parfois des porteurs de projet qui vont saisir l'opportunité d'un local. Ils vont voir que le local. Alors, le local, il est bien, il est assez grand, il est comme il voulait. Sauf que parfois, il n'est pas situé dans le meilleur quartier ou dans le meilleur secteur par rapport à son projet d'activité. Donc c'est là où on a un rôle à jouer, justement pour les accompagner, pour trouver le meilleur emplacement possible pour qu'on soit sûr que cette activité-là soit pérennisée
et qu'on se retrouve pas dans un an avec une nouvelle cellule vide. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur le côté rassurance, moi, c'est comme ça que je vois mon rôle aussi, c'est-à-dire à la fois pour les développeurs d'enseignes et pour les porteurs de projets, c'est de donner une vision de ce que va être le centre-ville demain, avec ma connaissance des projets de la ville, ma connaissance aussi de comment on porte la politique de la municipalité et donc voilà, leur donner envie, on va dire, de prendre du risque et de venir s'installer sur Douai. Alors pour certains c'est plus facile, pour d'autres ça l'est moins, et donc j'ai aussi un rôle parfois sur l'accompagnement au déblocage, on va dire foncier, c'est-à-dire que parfois on va se retrouver avec des cellules, avec des propriétaires qui appliquent des loyers trop élevés par rapport au marché. Donc là, on va avoir un rôle parfois de conseil auprès du propriétaire en lui expliquant voilà les prix du marché aujourd'hui tels qu'ils sont, pour l'inciter à faire une offre ou faire un effort sur le montant de son loyer. Ensuite, on accompagne aussi les porteurs de projets dans la négociation, enfin on conseille plutôt, on n'intervient pas, mais on conseille les porteurs de projets dans leur négociation de bail. Aujourd'hui, on voit bien que les propriétaires sont plus enclins à négocier, alors pas forcément un loyer fortement à la baisse, mais au moins de négocier un certain nombre de clauses. Par exemple, une exonération de loyer le temps des travaux, par exemple, ou un bail progressif, où on aurait une première année un montant de loyer moindre pour faciliter, en fait, on va dire la montée en puissance du commerce qui va s'installer, qui va arriver, qui va devoir faire sa clientèle. Une deuxième année un peu plus et une troisième année à échéance de la première période triennale de son bail, voilà, de pouvoir atteindre le montant du loyer que escompte le propriétaire. Donc ça, c'est notre mission, je pense, d'accompagnement des. Et la dernière, c'est aussi par rapport aux développeurs d'enseignes qui parfois vont avoir une commande entre guillemets, ils vont essayer de se renseigner sur la ville, ils vont venir la visiter, mais ils vont pas avoir le recul sur les projets de la ville. Et je pense que ça, c'est vraiment un rôle important des développeurs, c'est d'aider en fait les développeurs d'enseignes à se projeter sur le futur. Alors dire aujourd'hui la rue, la ville, l'environnement il est comme ça, mais voilà la politique de la municipalité, et voilà en quoi ça peut être intéressant de vous positionner sur le secteur. Alors, je voulais aussi rappeler quand même que déjà, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est un travail d'équipe, parce que je suis pas tout seul là-dessus. Souvent, je pense que dans beaucoup de mairies, on n'est pas tout seul. Donc, je tenais à remercier Annick Walter, qui est mon binôme et qui travaille avec moi, qui est chargée de mission sur le commerce. Et puis, en ce moment, on a une stagiaire, Mélissa Flovron, qui s'occupe de la mise en place d'un observatoire. Je vais y venir un petit peu. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ce travail d'équipe qui nous permet justement d'interagir, de se passer les dossiers, d'aller chercher les informations, de mieux renseigner le porteur de projet. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je voulais aussi insister sur le côté neutre de notre intervention. C'est-à-dire que pour le porteur de projet, quand il la relation n'est pas tout à fait neutre. Enfin, voilà. L'agent immobilier a un objectif, c'est de commercialiser sa cellule. Nous, on a un regard un peu plus neutre parce que même si on a un intérêt qu'effectivement que les porteurs de projets réussissent et arrivent dans notre ville, c'est aussi de lui trouver le meilleur emplacement. Et donc ça, ce regard un peu neutre de conseil, voilà, je pense que c'est important aussi de le signaler pour le porteur de projet. Je pense que c'est parfois précis. Et souvent, ça m'arrive de un SMS par-ci, un petit mail par-là, un petit coup de fil pour rassurer le porteur de projet, c'est vraiment important. Ça, c'est un rôle. Ça prend du temps et je pense que mes collègues le diront aussi, ça prend du temps parfois de rassurer les porteurs de projet, surtout dans le contexte actuel. Et enfin, je voulais terminer sur la mise en place de notre observatoire. Alors, il n'est pas révolutionnaire, parce qu'on a fait un peu comme toutes les villes. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'on a mis en place dans notre observatoire, c'est tout le travail qu'on a mené sur le renseignement sur les cellules vacantes. Parce que ça, c'est un travail qui est compliqué à mener. Et donc ça, voilà, mes collègues s'y sont attelés ces derniers mois, et notamment Mélissa qui est en stage sur le sujet. Et c'est un travail de longue haleine parce qu'on a beaucoup de propriétaires qui sont pas faciles à joindre. Voilà, on regarde au niveau du cadastre, on va avoir une adresse par exemple,
Donc là, ma collègue Annick Walter, qui a une connaissance très fine du territoire, qui connaît beaucoup de monde et là depuis des années, ça permet justement de savoir, cette personne-là, j'ai le numéro, on va contacter telle personne, etc. Parce que retrouver le propriétaire, parfois, c'est compliqué. On a un certain nombre de cellules, et je pense que je suis pas le seul à le rencontrer, qui ne sont pas sur le marché. Et pourtant, elles pourraient l'être. Et aujourd'hui, c'est parfois des problématiques de succession. Parfois, c'est un propriétaire qui souhaite vendre, pas d'acquéreur, et qui a un prix qui n'est pas forcément au prix du marché et qui aujourd'hui arrive à des difficultés à vendre. Et donc tout ce travail-là, nous, ça nous a permis en fait de récolter de l'information sur les surfaces, sur les loyers, sur les charges, sur l'intermédiaire, l'agent immobilier ou le propriétaire en direct, qui nous a permis de réaliser des fiches locaux, on appelle ça des fiches locaux, qui, quand on reçoit un porteur de projet, en fonction de ses critères, de faire une analyse en fonction de ces critères et de sortir uniquement les cellules qui correspondent à sa recherche. Et ensuite, nous, on l'oriente sur l'agent immobilier X, l'agent immobilier Y ou le propriétaire en direct. Voilà. Et derrière, on a toujours un suivi. C'est-à-dire qu'ensuite, derrière, on le rappelle, savoir comment ça s'est passé la visite, comment, s'il a eu des blocages, s'il y a eu des questions, etc., pour éventuellement aussi parfois faire de l'intermédiation avec le propriétaire. Voilà. Donc, c'est un travail qui est assez prenant, mais que personnellement, je trouve passionnant et qui effectivement est assez technique. Je vois qu'on me fait signe de terminer. Voilà. Donc je voulais juste conclure là-dessus et je voulais aussi remercier Alban et Pierre pour m'avoir fait intervenir encore aujourd'hui. Merci. Merci Sébastien. Effectivement, on va être obligé de couper. Juste Renaud, il y a quelques questions sur le chat. Sébastien, il y en a une pour toi. Donc voilà, peut-être je te laisserai répondre en direct parce qu'on va être obligé de passer à la table ronde suivante. Malheureusement, le temps est assez contraint. Voilà, mais merci encore de toute façon des tables rondes comme ça, Renaud. Je pense qu'on en fera encore d'autres parce que c'est un sujet sans fin. Voilà, et bien entendu, surtout si vous voulez échanger entre vous, n'hésitez pas. Vous le faites déjà beaucoup, donc à nous contacter et voilà, n'hésitez pas à prendre les téléphones des uns des autres, à échanger, poser des questions en direct. Voilà, Renaud, je te laisse conclure. Merci beaucoup. Oui, donc là, le temps est écoulé. J'aurais donné sinon la parole à Olivier Badeau pour conclure sur l'intérêt de cette formation donc qui a été lancée l'année dernière avec Centre-Ville en Mouvement, parce que c'est vrai qu'on le voit bien au travers des témoignages. Le sujet est très riche et il faut aussi connaître à la fois sur les dispositifs, sur les possibilités d'une SEM ou d'une société publique locale, les possibilités de préemption, tout ce qui est DIA, et également le marché de l'immobilier en général, et également le commerce, et puis enfin tout ce qui est relationnel et avoir des qualités aussi, des compétences plutôt en matière urbanistique. Donc on voit bien, ne serait-ce que déjà sur le scope du commerce, on voit bien que c'est relativement riche. Et on n'a pas parlé encore de tout ce qui est habitat, etc. Il y a aussi pas mal de managers de centre-ville qui travaillent sur l'ensemble des facettes du centre-ville. Voilà. Donc d'où l'importance de, comme le disait Alban tout à l'heure en introduction, de mettre sur pied cette formation qui permet d'adresser l'ensemble des problématiques de plus en plus complexes, de plus en plus riches, qui font d'ailleurs toute la force de ce métier et son intérêt. Merci à tous.